Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver dans l'émission On est de sortie. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu extraordinaire, on va sortir des sentiers battus, on va être sur la gourmandise, on va être sur la passion, on va à la rencontre d'un homme passionné, engagé, un entrepreneur qui aujourd'hui dans cette rue du Nil qui est la rue de la gastronomie fabrique certainement un des meilleurs chocolats de France. Ouais, la longueur en bouche. Alors là dedans t'as praliné, C'est un praliné pistache, donc on utilise le cacao c'est le kamili, donc c'est celui de Tanzanie. C'est celui qu'on utilise beaucoup pour la pâtisserie, qui est le plus classique, en sens il y a des notes cacaotées, un peu quand même de fruits. Alors c'est plutôt on est sur des fruits type cassis et qui fonctionnent. C'est un peu plus neutre pour que tu laisses davantage la place à la pistache. Exactement, il est moins acidulé que certains, même s'il reste fruité, parce que tous nos chocolats, c'est un peu notre signature, sont fruités. On va bientôt en faire un qui est plus boisé, fumé, parce qu'il y a une demande et on en a trouvé un après pas mal de tests qui nous convient, qui nous plaît, parce que c'est quand même le plus important, c'est que tous les produits qu'on propose, on s'y retrouve 100%. Il vient de Papouasie occidentale. Mais de manière générale, oui, notre signature, elle est sur le côté acidulé. Praliné et Pistache. Alors, pistache de Bronte, c'est les meilleurs pistaches au monde. Et on travaille avec l'un des producteurs, enfin celui qu'on préfère. Et juste un praliné peu sucré, c'est du caramel, la pistache, c'est tout. Un poil de beurre de cacao pour le coller la pistache, mais c'est vraiment hyper important dans quasiment tous vos chocolats, c'est chocolat et sucre, point barre. Sauf quand il y a des ingrédients, mais sinon pour le chocolat c'est ça, il n'y a pas d'autre chose. Dans cette façon de faire, qui est basée sur la qualité, il y a, on va dire, la branche extrémiste, la plus puriste que nous, on a choisi cette voie qu'on a choisie, qui n'est pas meilleure, c'est juste un parti pris gustatif, qui est de faire que le sucre et le cacao. Donc un chocolat à base de 2 ingrédients, ce qui complique tout en termes de production, mais qui apporte une longueur en bouche pour nous qui est incomparable. Pas n'importe quel sucre, c'est pareil, il a été sourcé, enfin c'est le sucre. Le sucre, il faut qu'il soit à la fois neutre, parce qu'il est là juste comme un exhausteur de la fève, et en même temps, on veut la même exigence de traçabilité qu'on a sur tout. On connaît toutes les plantations, même si on n'a pas été sur le cacao, on connaît au moins, soit c'est Chloé qui a été, soit on connaît le producteur. La philosophie, c'est qu'on connaît presque l'arbre dont on a pris la fève et jusqu'à la plaque de chocolat, on a à peu près un suivi de ce qui s'est passé. On nous demande souvent, est-ce que vous êtes direct producteur? Ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est important, c'est la filière. On connaît très bien la filière et chaque intermédiaire de la filière, parce qu'il y a besoin de beaucoup de gens entre la personne qui va planter son cacaoyer et le sac qui arrive ici. C'est une longue filière, mais le tout, c'est de connaître tous les intervenants et que chacun ait la même exigence. Il y a ça, une univers sur l'histoire du produit, du terroir. C'est pas comme un circuit court, mais c'est quelque part, on sait d'où ça vient, on connaît presque ceux qui ont fait, et c'est important de pouvoir raconter une histoire à travers ce qu'on déguste. Souvent, comme le vin, comme on parlerait d'un terroir, c'est exactement la famille. Voilà. C'est l'analogie que je fais souvent ici, c'est soit le café, soit le vin. Le vin, il est assez pertinent, même s'il y a des limites, mais pour toute la notion de terroir, de travail dans le champ et travail dans le laboratoire, on a ce même type de choses. Il y a vraiment un travail qui ne peut avoir lieu que dans le pays producteur, qui est de plantation, de fermentation, de séchage, qui est très important. Et puis il y a un travail ici qu'on fait, qui va permettre de transformer le travail du planteur en chocolat. Et comme un vin, c'est toute une chaîne et à chaque étape, il y a des choses à respecter pour arriver à avoir un produit un peu exceptionnel, un peu différent. L'essentiel du travail, on va dire 70% de la qualité de notre chocolat, ça va se passer sur la plantation. Donc c'est ce qu'on décrit là rapidement, mais le travail du planteur, du cacaoyer qui récupère une cabosse. Il y a 2 récoltes à peu près par an, une grosse, une petite, ça dépend des pays, ça dépend des cacaos. Il y a le travail qui est fait généralement dans une coopérative sur place de fermentation qui est clé, c'est très technique. Et c'est important d'apprendre aux planteurs à fermenter correctement et un travail de séchage. Suite à ça, il y a un travail logistique pour arriver généralement dans les ports, Amsterdam, Barcelone en Europe. Et de là, on nous amène les sacs, on commande
Au début, je commençais un sac par un sac, et puis après, aujourd'hui, palette par palette. On arrive avec des sacs de cacao. Donc moi, j'ai un petit stock dans lequel j'entrepose le sucre et le cacao. Il arrive après à la boutique, et on va faire un premier travail de tri. Sachant qu'on achète les meilleurs cacao au monde, mais il y a quand même 1 à 2% des fèves qui sont à retirer parce qu'ont endommagé, parce que potentiellement infestées. Donc, fèves de cacao, on fait un premier tri. Après, une fois qu'on les a triés, on va les torréfier au four. Donc, les fours que vous voyez là, dans lesquels actuellement il y a la pâtisserie, c'est les mêmes fours qui vont servir à torréfier le cacao. Donc là, il y a un vrai savoir-faire sur les courbes de torréfaction. Donc pour chaque cacao, on met au point la courbe de torréfaction selon un principe de plutôt douce et basse température. Une fois qu'on a fait ça, on laisse un tout petit peu refroidir les fèves et après on les passe dans cette petite machine. Je dis petite parce que normalement c'est vraiment très gros. Dans la plupart des chocolateries, c'est des choses qui prennent plusieurs. Et là, c'est très compact et vraiment adapté, fait sur mesure pour l'espace. Et on met les fèves là, qui sont après concassées. Ça tombe ici. C'est concassé par ce petit broyeur. Et il y a d'un côté les fèves qui vont tomber, les fèves concassées, ce qu'on appelle le gruet, et de l'autre côté, les écorces qui vont tomber ici. Et on va récupérer les écorces. Elles sont aspirées par un jeu d'aspirateur. Donc c'est à la fois très artisanal et très compact. Et c'est très efficace. Après, le gruet, on va le retrier un peu à la main, mais on va le mettre dans cette machine. Donc dans cette machine, on met le gruet pendant 8 heures à peu près, il va se broyer, il va sortir toute son acidité et ça va devenir une pâte. C'est une pâte de cacao, c'est du cacao 100%. Et au bout de 8 heures, 10 heures, ça dépend, il faut goûter, ça dépend de chaque cacao, on rajoute le sucre. Et là, pendant 2 jours et demi encore, il va être broyé à la pierre toujours, ce qu'on appelle mélanger et concher à la fois, même si techniquement ce n'est pas exactement du conchage. Et on sort au bout donc, de 3 jours dans des bacs. Et après, on les stocke et on les laisse maturer pendant au moins 3 semaines pour laisser les arômes se développer un peu comme le vin. Il y a une petite élégance, une petite qui vient finaliser le goût. Au bout de 3 semaines, un mois, on les fait fondre et on les met dans cette machine là-bas, tu vois, qui est une tempéreuse. Et ça, qui est la machine assez classique des chocolatiers, qui permet de mouler en tablette. Ou alors, on fait le fondre et on le met directement en pâtisserie. Donc, pour le pâtisser et le transformer, là, ce que tu vois là, des cookies, des fondants, tout le type de choses qui vont être bientôt là sur l'étal. Entre la livraison du cacao et le fait que ce soit en vente là, il faut compter un mois. Entre l'arrivée du cacao ici et le fait qu'il soit en bas, un mois en flux tendu. C'est-à-dire que ça peut prendre 2 mois, on peut laisser maturer plus longtemps, tout ça. Mais c'est un mois en flux tendu. Alors voilà, on vient de découvrir comment ça fonctionne, comment on fabrique du chocolat. Vous avez suivi le parcours du cacao. Et puis on va discuter un peu avec vous, Nicolas Rosier. Merci de nous accueillir. Donc quoi, ça s'appelle une manufacture ici. C'est quoi l'idée de... C'est plus qu'un magasin, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est à la fois un magasin et un lieu de production. Donc vous avez sur les 50 mètres carrés, donc c'est tout petit, la transformation de la fève en chocolat, sa vente sous forme de tablette et sa déclinaison en pâtisserie, en boisson. Donc c'est un mix laboratoire, lieu de vente et lieu de consommation, puisque autrefois, l'époque d'avant, on pouvait aussi en profiter en mode coffee shop. Et ça, c'est assez unique d'avoir un endroit comme ça où on fabrique, j'allais dire, sur place le chocolat et où les gens peuvent voir comment ça se fabrique. Historiquement, il y en a plusieurs qui ont fait ça, les traditions précédentes des Bernachons, des gens comme ça, transforment, mais c'est pas ouvert comme ça. C'est-à-dire ce côté, le chocolat c'est magique, et on va le montrer, et on va le partager, et on va laisser les gens découvrir comment ça se fait, leur partager avec eux les odeurs et l'ensemble. Ça, c'est unique et c'est plutôt une inspiration anglo-saxonne. C'est les Américains qui sont mis à faire ça et qui ont fait le chocolat d'une manière différente de la tradition franco-belge-suisse.
une façon très épurée, un peu à l'image des cafés de spécialité qu'ils ont réinventé dans les années, la fin des années 2000. Ils ont fait la même chose avec le cacao et c'est de ça dont on s'est inspiré. Alors ici, on est venu rencontrer à la fois l'homme, le chef d'entreprise, mais c'est aussi quand même, pour revenir à l'histoire, une passion depuis tout petit. Mon petit doigt m'a dit que le chocolat, c'est quelque chose qui existe chez vous depuis très 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 longtemps, dans l'envie, dans le goût du chocolat, c'est ça? Ouais, ça remonte aux premières tablettes de Nestlé Dessert, cuisinées avec maman le dimanche pour faire le gâteau au chocolat. Après, quand ado, parcourir toute la ville avant d'aller faire du sport pour aller acheter des pâtisseries. Pas que le chocolat pur, pas mal de pâtisseries aussi. Alors tout le temps, souvent au chocolat. Et après, ça a accompagné chacune des étapes. Et à chacune des étapes de ma vie, j'ai découvert différents types de chocolatiers. Après, les marques un peu plus premium. Et après, les grands chocolatiers, je me rappelle de l'ouverture d'un Jacques Genin, Patrick Roger. À chaque fois, j'allais pour découvrir les nouvelles tablettes. Et j'ai toujours eu, effectivement, dans mon bureau, ma petite réserve de chocolat que les gens venaient soit me piquer, soit me demander officiellement. Et moi, j'ai toujours utilisé le chocolat pour moi, par plaisir, et aussi professionnellement comme trait d'union. C'est-à-dire souvent commencer une réunion un peu tendue avec une tablette de chocolat. De convivialité, quoi. Oui, ça adoucit les langues et les mœurs. Exactement, tout le monde a un point de vue personnel et assez intime et toujours sympathique sur le chocolat. Donc ça permet de mettre le dialogue sur un niveau plutôt convivial. Un facile. Alors ce qu'on disait, c'est que c'est un fil rouge, mais a priori, jamais vous aviez envisagé en faire tout d'un coup votre activité professionnelle. Il y a eu une bascule il y a quelques années, c'est ça, vous avez une vie professionnelle riche, dense, un jour un envie, un changement. Qu'est-ce qui déclenche le « tiens, je vais vivre de ma passion du chocolat » ? Alors, c'est le mix de différentes choses. Il se trouve que j'étais un peu au bout d'un parcours professionnel où j'avais effectivement plutôt dans la communication vécu pas mal de choses assez enrichissantes, mais je tournais un peu à vide. Et les événements ont fait que je me suis retrouvé à vraiment devoir faire un choix. Soit je repartais sur un nouveau métier dans ce secteur-là, soit je m'inventais mon propre métier. Et je me suis dit, j'ai envie d'être mon propre patron, allons jusqu'au bout. Et essayons de trouver en plus un secteur qui me passionne vraiment, parce que j'avais l'impression que travailler pour des marques, c'est bien, c'est très enrichissant, mais au final, les marques, elles font ce qu'elles veulent, donc on maîtrise peu. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui serait la marque idéale pour moi? Et le chocolat est arrivé très vite, naturellement. Et après, quoi dans le chocolat, je ne savais pas. Donc ça a été un parcours assez rapide, parce que en fait, tout était là, plus ou moins latent. C'est comme si vous aviez rassemblé toutes les pièces du puzzle à un moment en disant c'est ça qui manque, c'est ça dont j'ai envie, c'est ça dont les gens pourraient avoir besoin, quoi. Oui, ça s'est fait en fait très rapidement. À peine une semaine entre la décision, mon départ de l'entreprise précédente, me dire qu'est-ce que je fais. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est le chocolat. Et là, je me suis rappelé de ma visite d'une manufacture à Brooklyn, une petite boutique où il y avait un chocolat que j'aimais beaucoup. Mais pourquoi? Je n'avais pas tout compris de ce qui allait m'inspirer vraiment, ce mouvement qu'on appelle le Bean to Bar. Mais j'avais un pressentiment qu'il y avait quelque chose, il y avait une opportunité. Et ça a été un mois ou deux de travail, de voyage. J'ai été à Amsterdam, il y avait un salon spécialisé sur ce type de thématique, des recherches à gauche à droite pour comprendre, oui, il y a une révolution qui se fait dans le monde du cacao, qui est plutôt anglo-saxonne, qui n'est pas encore très présente en France. Il y a quelques gens en province, à gauche, à droite, qui sont en train d'essayer de faire le chocolat de cette façon. Et là, il y a vraiment une opportunité pour faire quelque chose d'intéressant et qui me correspond 100%. Et donc c'est là où l'aventure commence, mais j'allais dire que c'est presque une triple aventure. C'est une aventure d'entrepreneur, c'est-à-dire se lancer dans une création. J'allais dire que c'est une aventure de métier, parce que apprendre à faire du chocolat, vous allez nous raconter, mais vous êtes allé un peu partout apprendre votre métier de fabricant de chocolat. Et puis une aventure aussi, on en parlera après, sur la naissance de la marque, j'allais dire personnelle, puisque vous travaillez avec votre compagne, et vous nous raconterez comment aussi on travaille à deux, et qu'est-ce que vous avez envie de faire tous les deux. Mais la première étape, c'est comment est-ce que j'apprends à faire du chocolat? Alors vous êtes allé un peu partout dans le monde, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on apprend le chocolat en fait? Une fois qu'on a compris qu'il y avait quelque chose à faire d'intéressant, c'est comment? C'est bien, ok, j'ai un beau BP, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, oui, mais en fait c'est la recette.
comment ça se fait techniquement. Donc on a eu la chance sur notre parcours de croiser la route. On est allé la chercher parce qu'elle était souvent sur les plantations, difficile, on envoie des mails, elle ne répond pas trop. Une Française qui s'avère être la plus grande spécialiste au monde du cacao et qui a vécu toute cette transformation, toute cette révolution bean to bar depuis l'Amérique du Sud, où elle s'est exilée au Venezuela, où elle a un laboratoire chocolat. Et quand je l'ai rencontrée lors d'un de ses passages à Paris, elle m'a dit toutes tes questions. Elle s'appelle Chloé Doutre-Roussel. Et elle m'a dit, si tu veux les réponses, il faut venir avec moi 2 semaines au Venezuela. Et là, je mets à disposition le laboratoire et je t'apprends, toi et Sandra, à faire le chocolat. Et après, on va visiter des plantations. Et on a dit banco. Donc c'était déjà compliqué le Venezuela à cette époque, c'était il y a 3 ans. Ça veut dire garde du corps pour aller sur les plantations. Mais bon, c'était l'aventure, c'était le début de l'aventure. Il vient d'où d'ailleurs le chocolat principalement, ou celui que vous avez choisi? Je sais qu'il y a plusieurs sortes de chocolat, mais celui avec lequel vous travaillez le plus, qui est un peu la Rolls des chocolats? La Rolls, c'est le Venezuela, et exactement, c'est le Chuao, et c'est la première plantation qu'on a visitée. Elle nous a fait... C'est un village qui est un peu à part dans le Venezuela, on n'y accède qu'en bateau, même si ce n'est pas une île, c'est protégé par des montagnes, il y a un microclimat, et c'est le cacao le plus complexe, pour plein de raisons, génétique, microclimat, tout ça, et c'est vrai que ça reste aujourd'hui notre best-seller, c'est le plus cher, c'est le plus compliqué, mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a goûté, c'est dur. On a fait des dégustations, là je peux vous dire que c'est vraiment très très difficile. Et alors donc vous apprenez à faire le chocolat, il y a le métier, etc. Et puis après il y a le positionnement, j'allais dire entrepreneur marketing. Sandra, votre compagne, vient d'un univers, vous connaissez bien ça aussi, cet univers un peu du luxe, de la com, etc. Et tout de suite vous vous dites, on va choisir un positionnement et on le voit dans l'écriture, dans la typo, dans la boutique, enfin assez premium on va dire. Quelque part, et vous le dites aussi très tranquillement, c'est le chocolat, la plaque de chocolat la plus chère de Paris. C'est quoi le positionnement et pourquoi est-ce qu'on se dit tiens c'est ça que je veux faire et c'est comme ça que je vais lancer mon aventure? Au départ c'est l'émotion quand même. Quand on a goûté ce chocolat, qui était une tablette canadienne d'une marque qui s'appelle Palette de Bean, rien que le nom, on voyage tout de suite au Québec, et on se dit mais d'où vient ce côté fruité, cette intensité? J'ai jamais goûté ça à Paris et pourtant j'en consomme beaucoup et les meilleurs chocolatiers. Et à partir de ce moment-là, quand on comprend qu'en fait, c'est toute une chaîne de qualité, à chaque étape, que ce soit dans la plantation, en agroforesterie, dans le transport, dans la torréfaction, ça représente beaucoup de travail. Et c'est ce travail-là qu'on retrouve dans le prix aussi d'une tablette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tablettes, comme vous le disiez, l'une des plus chères de Paris, c'est comme un grand vin. C'est-à-dire que on peut se faire plaisir avec un Bourgogne à 20 € et puis aussi boire de temps en temps un Bourgogne à 100 € et on ne va pas se dire mais pourquoi c'est beaucoup plus cher? On sait qu'il y a une plus grande complexité et de la matière première et du travail en cave. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va chercher les cacaos qui sont 5 à 6 fois plus chers que le prix du marché, même parfois complexes à travailler, ils sont difficiles parce qu'ils ont été plantés, ils ont été fermentés, donc le travail de la plantation est vraiment beaucoup plus... et en plus rémunéré, les gens qui travaillent dessus sont rémunérés justement, donc il y a toute une transparence dans la filière, et ça c'est important. Et ici, il y a un univers de marque que vous avez créé, etc., un choix. On ne l'a pas dit, mais il ne faut pas l'oublier, vous avez aussi choisi de vous installer ici, à Paris, rue du Nil, qui est sans doute la rue de la gastronomie parisienne, etc., avec tout un ensemble de métiers, de bouches, d'artisans très 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 connus. Ça fonctionne très bien. C'est vrai que c'est un vrai succès, c'est incroyable. Il y a des éloges partout, des critiques qui sont vraiment dithyrambiques. Ok, c'est quoi maintenant l'étape? C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là en train de fabriquer du chocolat, vous construisez une vraie marque. C'est quoi vos objectifs à terme pour développer ce que vous êtes en train de faire? Dès le départ, on voulait s'inscrire un peu dans la rupture avec la tradition chocolatière française en disant, nous ce qu'on va construire, ce n'est pas notre nom de grand chocolatier, meilleur ouvrier de France, comme il y en a beaucoup. On va créer une marque. Et une marque, c'est pour nous qui avons travaillé sur des marques, on sait à quel point ça peut être fort en termes de valeur, d'authenticité et de pérennité. Donc on s'est dit, on va créer une marque. Et rue du Nil, on était client de la rue du Nil, donc on s'est dit, c'est là. Toute cette rue donne ces valeurs de qualité, de transparence. Et on va
créer notre premier écrin et on va essayer de faire ce dont on a rêvé. Et là, aujourd'hui, après 1 an, quand on me dit c'est quoi votre plus grande fierté, c'est de dire il y a 3 ans, j'ai eu une idée, tiens, et si on faisait un chocolat. Et finalement, aujourd'hui, les gens qu'on était, Sandra et moi, on se croyait, et puis en plus, c'est les amateurs de chocolat qui se croyaient experts. Nous, on se croyait vraiment experts, et on l'était d'une certaine manière. Mais en fait, maintenant, on est passé de l'autre côté du rideau, et l'expertise, on l'a réellement, et on la partage avec les gens. Et ça, c'est... Il y a une vraie communauté, enfin, c'est même pas, il y a un club des amateurs de chocolat, une communauté, des gens qui viennent exprès pour ça, qui en parlent. C'est vraiment des gens qui partagent aussi cette passion qui est la même que la vôtre, quelque part. Quand les gens viennent, c'est pas simplement pour acheter du chocolat. Ouais, non, mais il y a... Enfin, ils viennent. Aussi. Et ça, la pâtisserie qui est plus gourmande et qui attire une autre type de clientèle, et c'est aussi quelque chose qu'on tenait, et on se rend compte que la réussite du lieu est aussi liée à cette générosité. La pâtisserie, c'est quelque chose de gourmand. Et moi, je mange presque plus de pâtisserie que de chocolat, parce qu'on a fait une pâtisserie exactement à notre image, c'est-à-dire de ce qu'on aimait, c'est-à-dire simple, peu sucré, très chocolaté. Avec une chef pâtissière qui est en plus de renom. Céline, qui vient d'arriver et qui, en fait, avec qui on a travaillé et on se rend compte maintenant tout le temps qu'on a pu passer avant d'ouvrir à faire de la recherche et développement, à se mettre d'accord sur des recettes, tout son savoir-faire qu'elle avait, son tour de main dans son expérience précédente. Et nous, toutes nos tests et toute notre expérience et notre amour de la pâtisserie, on a eu le temps d'échanger, de mettre au point des recettes simples, mais le propos est de dire, juste, si on utilise le meilleur chocolat et les meilleurs ingrédients, on arrive... Ouais. Donc quelque chose qui se développe, une marque qui grandit, et puis des projets, même si la conjoncture n'est pas évidente. Je sais que pour l'année qui s'ouvre, vous avez des ambitions, des envies de développement, à la fois vers d'autres types de clientèle, et puis peut-être un espace plus grand, une autre manière encore de faire vivre votre passion. Comme je disais, ici c'est notre écrin, ça va être, on va dire c'est le lieu où on a tout testé, et maintenant on est encore en train de processer pour comprendre exactement comment ça fonctionne, parce que ça ressemble à aucune autre chocolaterie, de par le lieu, de par la manière dont on travaille. Donc maintenant qu'on commence un peu à comprendre, avec 1 an de recul, de se dire, on va essayer de grossir, mais toute la question est comment arriver à grossir tout en restant aussi exigeant sur la qualité et ne faire aucun compromis. Garder l'esprit artisan, mais de le faire peut-être connaître au plus grand nombre, peut-être à d'autres professionnels, etc. Exactement, puisque de toute façon, là, depuis le début, on s'est dit, on a envie d'aller, on n'a pas envie de rester juste petit artisan dans la rue du Nil, ce qui est une option, qui pourrait être très bien. Non, on avait envie d'aller dans d'autres villes, dans d'autres lieux, même dans Paris, et de faire partager ça au plus grand nombre. Donc ça, c'est notre ambition dès le départ. C'est long, c'est compliqué de mettre tout ça, parce qu'on est parti avec très peu de mise de départ. C'est très risqué comme projet depuis le début. Parce que vous y êtes consacré, on disait tout à l'heure que vous travaillez avec votre compagne Sandra, etc., qui a elle aussi quitté son activité professionnelle. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être d'ailleurs tous les jours simple, et vous travaillez, c'est un peu votre bébé, même s'il y en a un autre, mais c'est vraiment quelque chose que vous fabriquez tous les deux en permanence, et c'est pas forcément simple, mais c'est un projet à la fois de passionné, à la fois d'entrepreneur, et puis un peu de couple et en commun. C'est ça qui rend l'histoire assez belle. Dès le départ, quand j'ai eu l'idée du chocolat, comme c'était une des passions qu'on avait en commun, Sandra elle a dit, mais Panko, vas-y, fonce. Mais c'était un peu, vas-y, explore, et puis on est raisonnable. Moi, je reste, elle était en poste chez LVMH, où elle avait une brillante carrière, donc comme ça, il y en a quelqu'un qui assure le quotidien du ménage, pendant que moi, j'allais. Et très vite, dès qu'on a eu tous les feux, on a fait la formation ensemble, on a fait toutes les choses, on va dire, structurantes ensemble, mais elle restait salariée. Et dès que tous les feux sont passés au vert, elle dit, oui, mais il faut que je m'implique 100%. Elle était trop frustrée et trop envie d'être à 100% et on voit bien aussi que on ne peut pas seul monter un projet d'une telle ambition. Même à deux, en travaillant 7 jours sur 7, en consacrant toute notre énergie à ça prend beaucoup d'énergie. Alors, ce n'est pas simple, parce que une façon de dire, c'est qu'on est très complémentaires. Une autre façon de dire, c'est que les zones de friction,
qui sont classiques dans un couple. Quand on multiplie couple plus travail professionnel, c'est pas évident de trouver les barrières, de se dire bon, on sépare, on arrive à dissocier le privé du professionnel. C'est compliqué, mais ça fait partie des... En tout cas, je crois qu'on peut dire, et je vous remercie pour ça, que c'est une belle aventure, une belle histoire. Merci d'avoir partagé à la fois votre passion, ce parcours d'homme, d'entrepreneur, d'artisan. Et puis nous, on va vous laisser parce qu'on a beaucoup de choses à déguster maintenant. Donc on vous dit à très vite pour une nouvelle émission.